Terrier. Bonjour, Donc, vous êtes orthophoniste. tout Et à fait. on s'est connus parce que vous vous occupez depuis des années d'une petite Prader-Willi qui a grandi maintenant. Voilà. Oui. Et donc, vous allez nous apporter votre éclairage aujourd'hui sur plutôt la dimension communication d'un enfant, on va dire, porteur de handicap d'une manière générale, en tout cas qui démarre dans la vie sans parler, sans babiller, sans se servir de sa Oui, bouche d'une manière normale. Alors, tout à fait. j'avais une première question en m'appuyant donc sur le cas de Piwika lui-même. C'est un enfant qui était donc hypotonique, hein, comme on l'a vu dans d'autres séquences. Du coup, pendant toute sa première année de vie, on va dire qu'il s'est strictement rien passé. Moi, je résume ça en pas de son, pas d'image, pas de mouvement, rien. Est-ce que vous avez la possibilité de savoir, avec votre expérience en tant qu'orthophoniste, si à l'intérieur de lui, il se passait des choses? Ou est-ce qu'il se passe autant rien à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est compliqué de répondre à cette question. On commence par une question épineuse. J'ai envie de dire que je pense pas qu'il se passe rien pendant un an. Ça me paraît très improbable. Ou alors dans des cas vraiment extrêmes. Mais je pense que c'est vraiment pas le cas de figure qui arrive le plus fréquemment. En revanche, je pense que il ne sort rien, ou alors il sort des choses qui ne sont pas des signes de communication qui sont conventionnels et qu'on n'arrive pas du coup à décrypter comme tels. Mais d'autant plus quand on voit après des choses apparaître au bout de plusieurs mois et voilà avec une longueur plus ou moins importante selon les enfants. Si à un moment il y a des choses qui apparaissent, c'est qu'il se passait déjà des choses avant. D'accord. Oh, bah, c'est un bon moyen de repère, effectivement. Et alors, bon, bah, c'est très compliqué forcément de stimuler ces enfants, euh, d'autant plus qu'ils sont un petit peu pris dans une spirale, on va dire, négative. C'est-à-dire qu'un enfant classique, on va le stimuler, il va répondre aux stimuli, du coup on va le stimuler encore plus, on va essayer différentes choses, alors qu'un enfant qui ne réagit pas du tout, on a un peu... c'est dur de rester motivé quand il n'y a pas de réaction. Euh, est-ce qu'on est-ce que c'est une double peine pour l'enfant? On peut complètement effectivement voir ça comme ça, dans la mesure où ça, il y a des études et des recherches qui ont bien montré que dans les articles scientifiques, etc., ce qu'on appelle les enfants à besoins complexes de communication, c'est pas très joli, mais souvent dans la littérature, ils sont nommés comme ça. On a montré que ces enfants avaient, en plus de leurs besoins complexes qui sont liées aux contraintes cognitives, motrices, etc., qu'ils peuvent avoir, une stimulation qui est moindre à la fois en quantité et aussi en qualité, effectivement, parce que l'apport linguistique qu'on va amener à un enfant est aussi effectivement très dépendant des réponses qu'il va fournir. Et donc vous, en tant qu'orthophoniste, vous arrivez à pallier un petit peu ça? Comment on peut s'en sortir? Premier truc, je pense, peut-être pour déculpabiliser les parents, parce qu'il y a aussi souvent beaucoup de culpabilité dans tout ça, ça serait peut-être de dire qu'en fait, la démotivation, parfois, elle arrive aussi aux professionnels. Et que parfois, quand on suit un enfant pendant des mois, des années, etc., et que les progrès sont très longs à venir, on peut nous aussi avoir des périodes un peu de démotivation et de se dire on va pas y arriver, etc. Donc là, je pense que c'est important pour nous, en tant que professionnels, en tout cas, de s'appuyer sur l'équipe. On a tendance aussi parfois avec des collègues à s'échanger des patients parce que des fois, bah, ça fait du bien aussi d'avoir du renouveau, etc. Et parce que c'est aussi notre rôle, nous, de motiver les parents. Donc, il faut que nous, on arrive à rester suffisamment motivés pour pouvoir transmettre cette motivation-là. Donc voilà, c'est la première chose. Et je pense que c'est important de le dire quand même et d'être honnête par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que nous, en fait, alors, quand les enfants sont tout petits, le premier travail qu'on a à faire, nous, c'est de repérer justement ces signes de communication qui ne sont pas conventionnels et d'aider les parents à les repérer à leur tour pour pouvoir y répondre.
Parce que effectivement, un enfant qui va avoir un strabisme, par exemple, important, on va avoir l'impression qu'il ne regarde pas ou qu'il regarde à côté, etc. Donc, c'est à nous d'aider les parents à décrypter quels vont être les signes. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le dialogue tonique, c'est-à-dire que voilà, un enfant qui se tend, qui se détend, qui se crispe. Donc, de prendre en compte, en fait, nous, notre boulot, c'est vraiment surtout dans la première année, chez l'enfant tout petit, d'apprendre aux parents à décrypter les signes que leur enfant envoie, même s'ils sont tout petits, pour pouvoir y répondre. Et d'apprendre aussi et de verbaliser, je pense, de manière très explicite, le fait que même si les parents vont avoir un doute sur le fait que l'émission du signe de communication était quelque chose de volontaire, parce qu'on entend ça, enfin moi j'ai entendu ça plusieurs fois dans ma carrière, mais je ne sais pas s'il en a fait exprès, et ben c'est pas grave en fait. On répond quand même. Parce que c'est le fait de répondre qui va faire qu'à un moment, peut-être que c'était pas fait exprès, mais c'est parce qu'on lui répond qu'au bout de quelques fois qu'il va pas faire exprès et qu'il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui répond, peut-être qu'au bout d'un moment, il va finir par le faire de manière volontaire. Donc, et puis effectivement, de dire que parfois c'est très long et aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez aidant, c'est le fait de rencontrer d'autres parents qui sont dans les mêmes situations et des parents qui ont des enfants un peu plus grands, qui sont passés par ces stades-là. On parle beaucoup maintenant. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup parce qu'on se trouve confronté au problème, ou si c'est vraiment une tendance de société, mais des moyens de communication alternatifs, notamment les pictos, les signes, pour les enfants qui ne parleront pas ou qui parleront très très tard. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? J'imagine que c'est des méthodes que vous pratiquez, que vous expliquez, que vous apprenez aux parents. Tout à fait. Alors déjà, la grande précision que je voudrais faire, c'est, vous avez dit dans votre question, pour les enfants qui ne parleront pas ou qui auront des difficultés à parler. En fait, pas que. Ça peut, d'abord, quand on commence à proposer ce type de mode de communication à un enfant, plein de fois, on ne sait pas en fait si ça sera son mode de communication principal ou s'il va y avoir autre chose après. Et puis des fois, on se projette et c'est pas ce qu'on avait projeté qui se passe, dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc, en fait, je crois que la première chose en tant que professionnel, c'est de garder une grande humilité par rapport à tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et le développement du langage et de la communication, c'est la conjugaison de plein de paramètres dont on ne connaît pas tout. Donc voilà. La deuxième chose, c'est de se dire que de toute façon, c'est quelque chose qui est intéressant à proposer, même aux enfants pour lesquels, à la rigueur, on se projette dans un développement langagier qui pourra avoir espéré une utilisation fonctionnelle du langage oral dans un délai plus ou moins long. Finalement, on a des enfants qui pourraient avoir un développement langagier normal, je dirais, entre guillemets, et qui vont se déficitariser parce qu'ils ont par exemple un handicap moteur qui va faire que leur langage se développe, leur langage expressif en tout cas se développe de manière plus lente, et que si on ne leur donne pas un moyen de compenser ce déficit d'expression dans leurs toutes premières années, et ben, c'est des enfants qui, quand ils vont avoir 3 ans, 4 ans, vont avoir un déficit en vocabulaire, en syntaxe, qu'ils n'auraient pas eu si on leur avait donné ça. Donc, on leur donne un moyen de communication qu'ils vont peut-être abandonner quand ils auront 3 ans, on s'en fiche. De toute façon, ce qui est la certitude, en tout cas absolue, c'est que ces outils-là n'empêchent pas le langage de se développer, le langage oral. Au contraire, c'est plutôt des outils qui servent d'étayage au développement linguistique. C'est important, je pense, d'appuyer là-dessus parce que c'est vraiment une crainte de pas mal de parents, en fait, de se dire si on lui donne ça, il ne fera pas l'effort de parler. Sauf qu'en fait, parler, ça ne doit pas demander un effort. Et que si ça lui demande un effort, il va le faire moins. Et s'il le fait moins, nous aussi, on lui parlera moins. Et voilà, on se retrouve dans un truc un peu vicieux. Ce qu'on peut proposer, c'est soit des signes, effectivement. Alors, souvent, avec les enfants, les signes qu'on utilise, c'est des signes qu'on fait avec le bébé signe, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du français, c'est pas de la langue des signes, parce que la langue des signes, elle a une syntaxe propre qui n'est pas la même syntaxe que le français. C'est juste des signes qui vont permettre d'appuyer les mots les plus porteurs de sens dans la phrase. C'est-à-dire qu'on ne va pas signer tous les mots de la phrase. Par exemple, si on dit tu veux manger, on va signer que manger, par exemple. Et après, on peut proposer aussi des pictogrammes
Donc, les pictogrammes, ça peut prendre plein de formes différentes. Grosso modo, les pictogrammes, c'est ça. Vous voyez bien? Ouais. C'est des petits dessins, voilà, qui vont représenter des idées. Qu'on peut utiliser sous une forme individuelle, c'est-à-dire qu'on va les utiliser tout seul. Comme par exemple celui-là. L'idée, c'est d'échanger l'image contre un objet, en fait, pour faire une demande. Alors là, par exemple, vous avez montré la lumière. Alors, et comment un enfant qui n'est pas dans un système, qui ne communique pas, peut savoir que ça, c'est la lumière? En plus, la lumière, on ne la touche pas. Enfin, c'est pas quelque chose de... Alors, comment un enfant qui va bien apprend que le mot lumière, ça désigne quelque chose qui éclaire, qui s'allume avec un interrupteur, etc. Parce que à chaque fois qu'on voit de la lumière, on lui dit je vais allumer la lumière, je vais éteindre la lumière, et qu'il entend ce mot-là dans plein de contextes différents, etc. Et c'est comme ça que les enfants apprennent à parler et mettent du sens sur les mots, parce que la forme acoustique du mot lumière, elle est tout aussi abstraite et arbitraire que le picto, et même plus, en fait. Donc, c'est la même chose. En fait, on va utiliser le picto et en même temps proposer, par exemple, voilà, ce truc. D'accord. Et on va amener, alors au départ, chez les enfants pour lesquels l'élan à l'interaction est compliqué, on utilise des objets qu'ils aiment bien pour essayer de les motiver à rentrer en communication. Et on leur demande de donner l'image pour obtenir l'objet. Et comme on va le refaire plusieurs fois, ils vont finir par associer l'image à l'objet. Et alors pour les signes, c'est la même méthode? Vous appliquez le signe avec... En même temps qu'on parle, en fait, les signes sont faits pour aider l'enfant à... L'idée, c'est que ça soutient l'attention, ça va attirer l'attention de l'enfant, et que ça soutient aussi la compréhension. Et après, on voit, il y a des enfants qui refont, il y a des enfants qui ne refont pas. Et puis, on voit de quoi ils saisissent. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer plein de choses. On ne propose pas ou les signes ou les pictos. On propose plein de choses et on voit de quoi l'enfant se saisit. Et la plupart se saisissent des deux, en fait. Parce qu'il y a des fois où c'est plus facile de faire le signe. Par exemple, pour dire encore, ça va quand même beaucoup plus vite. Et en même temps, pour choisir des jouets, c'est plus facile de montrer sur des images. Donc, souvent, ils jonglent un peu avec les deux, en fait, en fonction du contexte et de ce qu'ils ont besoin de dire. L'idée, en fait, c'est de ne pas avoir d'interdit, entre guillemets. Et puis, de ne pas attendre non plus qu'il y ait des signes de la part de l'enfant, des signes de capacité, j'ai envie de dire, pour lui proposer à la fois un accès à la littératie, un accès à des moyens de communication, parce que en fait, tant que l'enfant, lui, il n'a pas de moyen de s'exprimer, en fait, on n'a pas de moyen de savoir quelles sont exactement ses capacités. Et alors, est-ce que on vit en 2020, donc on envoie bientôt des hommes sur Mars, les robots font tout à notre place, etc. Est-ce que vous avez est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité scientifique et est-ce qu'il y a des pistes qui sont en train de se développer pour permettre à ces enfants d'exprimer ce qu'ils ont dans leur tête sans passer justement par des pictos ou des signes, c'est-à-dire qu'on aille directement chercher dans leur cerveau? Alors là, il me semble qu'il y a des choses qui sont testées, mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus sur. Je ne suis pas assez au taquet là. Déjà, là, ce qui existe, c'est de la commande oculaire pour les enfants qui n'ont pas de possibilité d'avoir un accès qu'on dit direct, c'est-à-dire d'appuyer ou de montrer, enfin, qui n'ont pas de motricité ou en tout cas une motricité des membres supérieurs très insuffisante pour pointer. Ces enfants-là, on les met sur commande oculaire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à commander la souris de leur synthèse vocale avec les yeux. Donc, des quantités d'enfants dont on pensait qu'ils ne pouvaient rien exprimer, qui se révèlent pouvoir exprimer quelque chose finalement. Tout à fait. Et puis c'est toujours le même principe, en fait, c'est qu'on n'attend pas que l'enfant prouve qu'il est capable. Parce que de toute façon, il n'a pas les moyens de prouver. Donc, en fait, on peut aussi on fait des essais en fait de ces outils chez des enfants tout petits. Là, je suis à mon cabinet, mais je travaille dans un CAMS aussi. On fait des essais avec des enfants de 2 ans, parfois 2 ans et demi, sur ce type d'outils.
Et notamment, je pense à une petite fille avec qui on a fait un essai il n'y a pas très longtemps, une petite fille qui avait aucune motricité volontaire des membres supérieurs ni des membres inférieurs, et un gros strabisme, donc des yeux qui partaient sur les côtés, etc. Donc, c'était juste une espèce de sixième sens, quoi, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe, donc on va faire un essai. En fait, cette petite fille qui avait jamais rien pu exprimer a tout de suite compris ce qu'il fallait qu'elle fasse, ce qu'on attendait d'elle. Donc, pour diriger, là, l'essai, c'est vraiment juste, je dirige la souris. Et après, bah, c'est tout un apprentissage, en fait, pour apprendre à se servir du logiciel qui va lui permettre de communiquer, etc. Mais en fait, si on la met jamais devant et qu'on attend qu'elle soit capable, bah, elle n'y arrivera jamais. C'est comme si un bébé qui n'a pas de soucis particuliers, on se disait, bah, on va attendre qu'il nous montre qu'il est capable de parler avant de lui parler, lui. Bah, 10 ans après, il parlera toujours pas. Hein. On est vraiment dans le même cas de figure. Bah oui. Ouais, c'est terrible parce que c'est tellement simple et bête quand vous le dites. Et là, je pense que les parents qui vous écoutent, enfin, les gens qui vous écoutent et qui n'ont pas connu ça, doivent se dire, bah ouais, bah en fait, c'est simple. Et on a beau le savoir, mais c'est vraiment rageant quand on est parent parce que c'est naturel. Enfin, parler à quelqu'un qui n'a aucune réaction, je sais pas, enfin, les gens qui nous écoutent peuvent essayer de parler à leur mur. Voilà, allez-y, parlez pendant 12 mois à votre mur et on verra si dans 12 mois vous racontez toujours autant de choses à votre mur, quoi. C'est pas aussi simple oui, que ça en a l'air. Ah bah non, mais j'ai jamais dit que c'était simple. J'ai jamais dit que c'était simple. J'ai bien conscience que ça ne l'est pas. On a vraiment besoin de vous, je crois que sans vous, ce serait impossible d'y arriver. C'est un travail d'équipe, en fait. Je pense que clairement, les professionnels ne peuvent rien non plus sans les parents parce que les parents sont de toute façon les gens qui ont une connaissance hyper aiguisée de leurs enfants que nous, on n'aura jamais, même en voyant les enfants 3-4 fois dans la semaine. C'est vraiment une conjugaison de la connaissance très précise de l'enfant avec des connaissances théoriques et des connaissances théoriques pluridisciplinaires. C'est le genre de projet qu'on mène jamais tout seul. En tout cas, si on essaye de le mener tout seul, on ne va pas bien loin. Super. Bah écoutez, en tout cas, merci. Ça fait plaisir de voir qu'on peut se battre comme ça pour arriver à faire communiquer des enfants dont rien ne laisse présager qu'ils ont la capacité de le faire. C'est un super chemin. En tout cas, professionnellement, c'est vraiment quelque chose de génial. Super. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et puis, rien. Bonne continuation. À bientôt. À vous aussi. Au revoir.